Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Député des Yvelines, ex-ministre de l'Éducation nationale et signataire de la motion dite des frondeurs pour le congrès du PS qui se déroulera début juin. Alors cela dessine en partie les thèmes sur lesquels nous reviendrons avec Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Alors dans la présentation, j'aurais pu ajouter a failli être candidat PS aux élections régionales en Ile-de-France, mais alors que vous vous apprêtiez à déposer votre candidature pour la primaire face à Jean-Paul Huchon, président de région sortant, eh bien vous avez renoncé en apprenant que Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, serait candidat. Une excellente nouvelle, avez-vous dit. Alors on vous a connu plus combatif, Benoît Hamon. Pourquoi vous êtes effacé devant Claude Barthelone ? Au-delà de la bonne nouvelle. Parce que je lui avais dit que s'il était candidat, ce qui était mon premier choix, je ne le serais pas. Je pense que nous nous apprêtions à avoir une primaire en Ile-de-France qui était pas positive. D'abord parce qu'il y avait une forte animosité entre les deux candidats. Jean-Paul Huchon et Marie-Pierre de la Gontrie. Voilà, et qu'il était nécessaire que nous ayons quelqu'un en capacité de rassembler d'abord les socialistes avant de rassembler la gauche. Et c'était pas vous, ça ? Je pense qu'aujourd'hui, Claude Barthelone est bien placé. D'abord parce qu'il a été président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, que ça en fait un élu particulièrement soucieux des conditions de vie des habitants de banlieue, et notamment des franciliens les plus modestes. Et à ce titre, ça lui donne une valeur ajoutée sur tous les autres et une capacité de rassemblement incontestable. Et à partir du moment où il était candidat, comme je le lui avais dit il y a quelques semaines de cela, il m'est apparu logique de le soutenir. Manuel Valls et François Hollande, qui n'avaient pas envie justement que Benoît Hamon soit candidat, que vous soyez candidat, auraient, paraît-il, tout fait pour l'encourager, vous aurez même appelé... Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui, ce qui montre qu'on peut avoir des motivations positives, les miennes, et des motivations négatives. Donc vous y croyez ? Les leurs, si elles existent. Vous y croyez ? J'ai dit si. Et elles existent. Je ne sais pas. Il semble qu'il y ait eu une mobilisation indéniable de l'exécutif pour que la candidature de Claude Barthelone soit confirmée. Et je m'en réjouis, mais je me contenterai de me réjouir des capacités de rassemblement de Claude Barthelone et de la possibilité de garder la région à gauche. Alors, vous parlez de rassemblement de Claude Barthelone, tout le monde derrière Claude Barthelone. Enfin, il y a quand même quelques petites voix discordantes. Celle de Julien Drey hier qui estimait, par exemple, que on ne doit pas quand même pousser dans l'escalier le président sortant, Jean-Paul Huchon. En gros, il explique que tout ça, c'était une manœuvre, y compris la candidature de Marie-Pierre de la Gontrie, une manœuvre pour écarter Jean-Paul Huchon et qu'on lui fait, en gros, une mauvaise manière. Écoutez, Jean-Paul Huchon, il a un bon bilan. La question est de savoir aujourd'hui, est-il le mieux placé pour garder la région à gauche ? Moi je pense qu'il faut du renouvellement et il faut donner un nouveau souffle. Oui, mais je pense qu'il faut donner un nouveau souffle. Claude Barthelone n'a pas été président de région pendant 3 mandats successifs et que ce nouveau souffle, Claude Barthelone, par son expérience d'élu d'un département populaire, peut le donner à la gauche. Et il me semble que parmi les priorités qui doivent être celles de la gauche, il y a renouer avec le vote des Français les plus modestes et même des classes moyennes qui nous ont fait défaut dans toutes les élections précédentes. Claude Barthelone a quelques atouts pour obtenir ce vote-là. Être en capacité de rassembler toute la gauche. Claude Barthelone, là encore, a quelques atouts pour rassembler toute la gauche. Et à partir de là, aussi avoir une vraie volonté de renouveler les équipes, redonner un nouveau souffle. C'est le désir de Claude Barthelone. Je pense que de ce point de vue-là, il est mieux placé. Est-ce que ça veut dire que... Parce que dans les sondages, il n'est pas mieux placé pour l'instant. Les sondages qui avaient été faits, vous étiez tous oui, mais je pense qu'en campagne, parce qu'après, une campagne, ça a un impact sur le résultat. Je pense qu'en campagne, il est le mieux... Voilà, c'est ma conviction, il est le mieux placé. Julien Drey ne le pense pas, ça c'est son droit, mais il me semble qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo, maire de Paris, la plupart des grands élus franciliens se sont ralliés très vite à cette candidature comme notre meilleure chance pour garder la région à gauche. Il me semble que la candidature de Valérie Pécresse est déjà... elle, sur le même registre que ce qu'elle a fait auparavant, c'est-à-dire un registre assez classique, au fond, se préoccupant pour l'essentiel de ceux qui vont déjà bien en Ile-de-France, là où aujourd'hui la priorité doit aller à ceux qui ont des trajets de transport qui sont longs, se préoccupent dans leur quotidien que les trains arrivent à l'heure, qu'ils leur permettent d'aller à leur travail dans les meilleures conditions. C'est pas tout à fait ma question. Est-ce qu'il y a quand même une mauvaise manière faite à Jean-Paul Huchon ? Est-ce que quand même on l'a pas poussé vers la sortie en gros ?
Écoutez, il y a des règles du jeu, elles sont les mêmes pour tout le monde. Jean-Paul Luchon dira ce qu'il veut faire. Oui, parce que pour l'instant, il n'a pas dit. D'ailleurs, est-ce que vous voilà. l'appelez justement à retirer sa candidature? Il fera ce qu'il voudra. Je l'appelle à rien du tout. Non. S'il veut, plus le rassemblement sera large, mieux ce sera. Voilà. Et il n'y a pas de mauvaise manière qui soit faite à qui que ce soit. Et faut pas aller chercher toujours des calculs extrêmement compliqués. Jean-Paul Luchon, un bon bilan. Il peut le mettre au service de la candidature de Claude Barthelone. C'est ce qui me paraît être aujourd'hui l'essentiel. Voilà. Christophe Joly. Donc, Stéphane Le Foll, ici, a dit que les frondeurs, il préférerait qu'ils soient des aideurs. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pensez, en ne vous présentant pas, par exemple, en vous ralliant à Claude Barthelone, être un aideur plutôt qu'un frondeur? Je sais pas. Écoutez, d'abord, frondeur, c'est pas nous qui l'avons inventé ce mot, c'est vous. Vous, peut-être pas vous autour de cette table, mais les médias peut-être. Vos amis. C'est pour ça que la motion dite des frondeurs, là encore, c'est oui, vous qui l'avez. Oui, je vous ai vu faire une petite grimace. Pourquoi? Parce qu'elle rassemble bien au-delà. Le sujet, il est quoi? Il est de se préoccuper de savoir pourquoi aujourd'hui, la gauche, quand elle retourne devant les Français, réunit aussi peu de suffrages dans les urnes. Pourquoi est-ce que la gauche disparaît progressivement des urnes? Quand je dis la gauche, je ne parle pas que du Parti Socialiste. En plus, vous observez qu'il n'y a pas de système de vase communicant entre le PS et le Front de gauche. Quand le PS baisse, le Front de gauche n'augmente pas pour autant. Et cette question-là, moi, me préoccupe, et elle préoccupe des dizaines de parlementaires ou d'élus socialistes, qu'ils soient frondeurs ou pas frondeurs. Et je crois qu'à un moment, il faut nommer les choses. Nommer les choses, c'est regarder le fait qu'on peut parler de République, comme on le fait souvent. Il y a aujourd'hui de plus en plus de Français qui, en ville comme à la campagne, peu importe où ils habitent, font plus l'expérience de l'inégalité que de l'égalité, plus l'expérience de la discrimination que de la fraternité. Et qu'à partir du moment où on constate cela, qu'on constate que les inégalités grandissent, que en quelque sorte les riches font sécession et continuent, eux, à prospérer, il faut se poser la question de la nature des politiques que nous avons mises en œuvre. Alors voilà, on a posé des questions. Si vous récusez le terme de frondeur, vous accepteriez lequel de qualificatif? De socialiste. Et en l'occurrence, moi je me revendique pleinement socialiste. Et avec le souci de mettre en œuvre des politiques socialistes. Je pense par exemple que se réjouir de la victoire de M. Cameron au motif qu'il fait des réformes dans son pays, qui est un conservateur, c'est la marque d'un grand dérèglement politique. Je vous rappelle juste que quand Lionel Jospin était, lui, Premier ministre, il se différenciait de Tony Blair au motif que la voix des travaillistes britanniques lui paraissait trop libérale. Si maintenant on en est arrivé à se comparer aux conservateurs britanniques au motif qu'ils réforment leur pays, pourquoi est-ce que c'est la marque d'un dérèglement? Parce que dire je réforme, ça ne veut rien dire. Il y a des réformes de gauche comme il y a des réformes de droite. Il faut donner le sens vers lequel on réforme. Et si on se réjouit des réformes de M. Cameron, ça veut dire qu'on se réjouit de l'explosion des contrats 0 heure, la seule heure payée et l'heure travaillée. On se réjouit de l'exploration des gaz de schiste. On se réjouit de la retraite à 68 ans. On se réjouit du fait que les conservateurs aient mis en œuvre un programme, au passage, pour lequel eux, ils avaient été élus. Et s'il y a une différence aujourd'hui entre peut-être la popularité d'un Cameron réélu et des socialistes qui ne retrouvent plus leurs électeurs dans les urnes, c'est que, effectivement, si nous mettons en œuvre le programme de Cameron en France, c'est pas exactement celui sur lequel nous avons été élus. D'accord, et ça traduit quoi alors? J'ai dit si, hein. Ouais. Et justement, c'est donc Bruno Le Roux qui a fait cette déclaration là, que vous attaquez. Ça traduit quoi ça, parce qu'on parlait de Stéphane Le Foll, de Bruno Le Roux, ça traduit quoi? Un dérèglement en France? Parce qu'il est socialiste également? Mais évidemment, mais pas le moindre. Mais une forme de dérèglement. Je veux dire, faire allusion aux réformes, donc au mouvement. Mais le mouvement, ça ne dit rien. On peut gesticuler, bouger, aller dans tous les sens, on bouge. Mais il faut dire le sens. Et le sens, il avait été donné au moment de l'élection présidentielle. Nous voulions améliorer la vie quotidienne des Français, réduire les inégalités, faire en sorte que chacun se sente protégé et puisse se réaliser à travers la République. Est-ce que je peux vous prendre l'exemple de la circonscription dans laquelle je vis? La ville de Trappes, dont je suis un élu et le conseiller municipal. Cette année, elle va avoir 2 fois moins de crédits de réussite éducative. Elle avait 300 000 € en 2014, elle n'en aura que 150 000 en 2015. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable aujourd'hui de réduire la dépense publique pour que les crédits qui sont mobilisés pour faciliter un certain nombre d'activités qui accompagnent les élèves les plus en difficulté soient réduits? Non, ce n'est pas raisonnable. Et dans ces cas-là, on peut se dire que la République
eh bien, elle n'aime pas tous ses enfants de la même manière. Et en tout cas, c'est ce sentiment qui existe chez un certain nombre de nos compatriotes. Je pourrais vous le donner pour d'autres villes, mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est sur ce terrain-là que la gauche est attendue. En clair, juste un mot. En clair, quand vous élisez la gauche, d'ailleurs que vous l'ayez choisie ou pas, vous vous attendez à quoi? Qu'à la fin du quinquennat ou du passage de la gauche, le pays soit plus juste socialement. C'est que l'empreinte d'un mandat de gauche, c'est ça, la justice sociale. Et c'est sur ce terrain-là qu'il me semble que nous sommes aujourd'hui défaillants. J'ai fait des propositions, et d'ailleurs, la motion que je signe... On va y revenir, Frédéric. Je serais heureux parce qu'à souvent vous dites ça, hein. On va y revenir et on n'y revient jamais. Non, on va y revenir. On va parler de François Hollande notamment. Mais juste pour terminer sur ces régionales, Île-de-France, deux petites questions. Est-ce que vous souhaitez, comme Valérie Pécresse, que Claude Barthelone démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale pour faire campagne? Et puis deuxième question, comment vous allez vous rassembler au deuxième tour avec des écologistes qui partent de leur côté, puisqu'Emmanuelle Cos sera candidate? Alors, première chose, bon, si c'est le seul argument de Valérie Pécresse, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois qu'elle était candidate au régional, elle était elle-même tête de liste, n'était-elle pas entourée de ministres, elle ? Oui, certains, effectivement, l'ont pointé. Non, qui sont dépositaires de l'intérêt général à travers la mise en œuvre de politiques. Le président de l'Assemblée nationale, lui, il est président de l'Assemblée nationale, comme son nom l'indique. Il ne débloque pas de budget dans un sens colossaux, dit Valérie Pécresse, pour pouvoir inviter à des cocktails, à l'hôtel de la Seille, faire plaisir aux uns et aux autres. Tout ça, c'est du baratin politique. Et Valérie Pécresse ferait mieux de s'illustrer pour nous dire comment est-ce qu'en matière de transport, elle entend aujourd'hui poursuivre les efforts que nous avons commencés, pour lesquels elle n'a guère mobilisé elle d'énergie pour accompagner les efforts de la gauche depuis plusieurs mandats. Concernant donc la deuxième question sur Emmanuelle Cos qui est candidate. Eh ben, j'observe la déclaration d'Emmanuelle Cos qui s'est réjouie de la candidature de Claude Barthelone, dont elle a reconnu on va dire les qualités, la stature, et je crois il y a à l'évidence besoin de préparer le rassemblement de la gauche sérieusement et de le préparer avec Europe Écologie Les Verts, mais aussi le Front de gauche. Et en tout cas, mais moi, au deuxième tour alors. Oui, pour le deuxième tour, mais si on pouvait rassembler dès le premier tour, je m'en réjouirais. Mais il semble que les uns et les autres veuillent partir sous leur propre couleur. Mais en tout cas, ce qui me préoccupe, c'est qu'à la fin, la gauche rassemblée autour d'un projet commun puisse diriger la région Île-de-France. Pour clore ce chapitre, vous critiquiez donc Valérie Pécresse, baratin politique. Elle a quand même fait une proposition hier. Mais on n'a pas bien compris votre réponse. On n'a pas bien compris votre réponse sur Claude Barthelone, c'est surtout. Il n'a pas besoin de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale. Écoutez, et s'il est battu, il doit démissionner ou pas d'ailleurs? Parce que en Grande-Bretagne, on l'a vu, hein, les battus aux élections démissionnent. Alors là, s'il ne gagne pas, il doit démissionner. Ça voudrait dire non. Écoutez, c'est pas le sujet. Vous êtes en train de me demander est-ce qu'il doit démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale s'il est battu à une élection à laquelle il n'a pas encore été candidat. Oui, bon, on verra bien en temps et en heure, mais qu'il me soit permis de dire que sur ce sujet-là, ce qui est certain, c'est que la classe politique française passe son temps à se reproduire, ou en tout cas est une des plus durables qui existent. On a toujours à peu près les mêmes qui dirigent ce pays depuis maintenant des années. On aurait davantage de renouvellement parce qu'on lâche un mandat une fois qu'on est battu, c'est logique, mais qu'on lâche les responsabilités politiques derrière, ce serait bien. Et de ce point de vue-là, les anglo-saxons montrent l'exemple. Il y a une vraie capacité à régénérer le personnel politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, où on reste très durablement dans le paysage politique. La preuve, c'est qu'on en vient presque à souhaiter que vous ayez été battu 2-3 fois avant de pouvoir être finalement compétitif pour la grande élection. Regardez qui va se présenter à la prochaine élection présidentielle, Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, franchement, mais il est sortant. Vous observerez que Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, par exemple, pour la droite, bon, il y a plus neuf quand même chez eux que ces deux personnages respectables, mais qui sont quand même plus nés de la dernière pluie. Alors, juste un mot, donc Valérie Pécresse qui propose, puisqu'elle fait quand même des propositions pour cette campagne, de rendre obligatoire une carte d'identité dans les transports en commun, pour faciliter les contrôles, etc. C'était sa proposition hier. Écoutez,
Vous savez quoi, ça c'est l'obsession du contrôle par la droite et qui a toujours les mêmes obsessions sécuritaires. Moi je regrette une chose, c'est qu'on a mis en place un tarif unique pour les déplacements en Île-de-France, mais la droite ne l'a pas voté. On facilite ainsi les déplacements de banlieue à banlieue, de banlieue vers Paris, que l'on soit en grande couronne ou en petite couronne. L'UMP ne l'a pas voté. Et qu'est-ce qu'elle propose, l'UMP? C'est qu'en plus de son passe Navigo, on ait une carte d'identité à côté. Bon bah voilà, j'espère qu'elle a sa carte d'identité tout le temps sur elle, Valérie Pécresse, encore qu'elle devrait échapper au contrôle puisqu'elle ne va pas dans les transports en commun. Oui, Frédéric, une question sur un pays pour lequel il faut sa carte d'identité. Alors, Cuba, il faut plus qu'une carte d'identité, il faut même un visa. François Hollande est aujourd'hui donc dans ce pays qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais visité. Et donc, c'est aussi une première pour un chef d'État français en exercice. Est-ce que c'est le signe de la normalisation? Est-ce que vous l'attendiez depuis longtemps, ce déplacement? Écoutez, ce qui est positif, c'est que la position des États-Unis change, que la France est historiquement, dans ses votes, opposée à l'embargo qui pèse aujourd'hui sur l'économie cubaine et qui avait été décidé par les seuls États-Unis, que le pape François joue un rôle très important dans le réchauffement des relations entre les États-Unis d'Amérique et Cuba, qu'on en est dans les premiers moments de ce réchauffement des relations entre les deux pays, que François Hollande y va. C'est une tradition que la France, en tout cas non pas à travers son chef de l'État, mais son gouvernement, entretient des relations culturelles intenses avec Cuba. Sur le plan diplomatique, s'est opposé à l'embargo. C'est une bonne chose que nous allions vers ce pays qui peut et doit continuer à jouer un rôle. Mais bonne chose sur quel plan? Sur le plan économique, parce qu'on a beaucoup insisté sur les aspects économiques, sur le plan politique, parce qu'il est important que Cuba retrouve toute sa place dans le concert des nations américaine au sens la Caraïbe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Enfin, vous en parlez comme c'est un pays comme les autres, mais est-ce que vous faites partie de cette gauche qui avait ces relations un peu particulières avec Cuba, qui avait avec cette espèce de romantisme, comme Jack Lang pouvait le formaliser concernant Cuba? Non, mais on peut être romantique à l'égard de l'histoire révolutionnaire de Cuba et pas être dupe aujourd'hui d'un certain nombre de mesures qui ont été prises à l'écart de militants des droits de l'homme ou d'homosexuels et considérer que ça n'a rien à voir avec le projet politique et révolutionnaire qui était celui de Cuba. Et moi, je fais la différence entre les deux. Et c'est des choses que François Hollande doit rappeler dans son voyage, justement. Oui, il a dit qu'il le ferait, mais il faut surtout pas, en tout cas, ce que moi je demande, c'est que vis-à-vis de cette histoire-là, qui est une histoire respectable, on agite, on va dire, un certain nombre de symboles révolutionnaires comme une forme de folklore de la gauche. C'est plus que du folklore. En tout cas, je ne souhaiterais pas qu'on le traite ainsi. Alors, Benoît Hamon, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. On va maintenant en venir aux questions d'éducation avec la réforme du collège. Mais d'abord, notre rubrique, la question du bon élève, qui tombe pile dans le sujet. Qu'est-ce qu'un pseudo-intellectuel et pouvez-vous nous donner quelques exemples? Vous êtes vache. Qu'est-ce qu'un pseudo-intellectuel? Oh si, il y en a un bon paquet quand même de pseudo-intellectuels. Vous avez aujourd'hui des intellectuels très médiatiques qui font régulièrement des livres, qui resteront pas au panthéon de l'histoire philosophique et intellectuelle de la nation et qui se revendiquent aujourd'hui d'un statut, etc. et qui occupent l'espace médiatique et public. Donc, je pense que Najat Vallaud-Belkacem pensait à eux, je ne donnerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront assez facilement parce que ce sont souvent les premiers à réagir quand on parle de pseudo-intellectuels. Par contre, les vrais intellectuels, qui sont pas tous pour la réforme, qui sont des universitaires, mais pas simplement, dont les travaux scientifiques et académiques sont reconnus, qui sont inscrits dans une réflexion sur l'avenir du système éducatif, ne sont pas forcément ceux aujourd'hui que l'on retrouve en première ligne pour combattre la réforme du collège. Moi, en tout cas, je soutiens, et je l'ai dit, Najat Vallaud-Belkacem, mais je suis prêt, si vous m'interrogez, à dire pourquoi, parce que c'est sur le fond de cette réforme qui me semble intéressant. On va y revenir avec Christophe Joly, mais juste sur la formule, les pseudo-intellectuels, elle était maladroite, la formule, ou pas? Non, mais il faut arrêter de lui faire des procès là-dessus. Oui, il y a des pseudo-intellectuels aujourd'hui, voilà, comme il y a des pseudo-politiques, comme il y a des pseudo... mais ceux qui sont contre, on a Jean-Marc Ayrault, il était contre... des pseudo-journalistes, parfois. Oui, des pseudo-journalistes, ah bon, d'accord. Bon, attention, parce que là... Non, mais ce que je veux dire, mais qu'on lui envoie pas... Elle est aujourd'hui agressée sur des choses qui ne sont pas écrites dans sa réforme. Et au motif qu'on remettra en cause l'excellence républicaine, le mérite républicain, là où on n'a pas vu beaucoup... ces intellectuels-là soutenir
et le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, au moment de sa loi de refondation de l'école de la République, et tous les efforts que nous avons faits depuis pour faire en sorte que l'école permette la réussite de tous, ce qui ne veut pas dire qu'on aura tous le même diplôme et derrière le même travail, qu'on habitera le même appartement avec la même voiture, mais quelle que soit la trajectoire que l'on choisisse, on puisse réussir et s'accomplir par l'école. C'est ça notre objectif. Ça tombe bien, c'est sur ce point que l'école française est aujourd'hui la plus critiquée, car elle est la plus inégalitaire de toute l'OCDE. Vous avez conseillé à Najat Vallaud-Belkacem de tenir bon jusqu'où ? Tenir bon sur l'essentiel de sa réforme. La réforme du collège, elle prolonge quoi ? Tout ce qui a été fait jusqu'ici dans la refonte des programmes, notamment en français, et la réforme des rythmes scolaires aussi, qui permet aux enfants de travailler un matin de plus et donc de se concentrer davantage sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire en primaire les mathématiques et le français. On est là donc dans le prolongement d'une ambition qui avait été fixée par la loi sur l'école de refondation de l'école de la République, la loi sur de refondation de l'école de la République. À partir de là, la réforme du collège, elle se préoccupe de quoi ? De ce qui se passe au collège. Au collège, nous avons des élèves qui sont parfois passifs, des élèves qui s'ennuient et surtout des élèves qui poursuivent le décrochage entamé en fin d'école primaire. Et c'est contre ce décrochage-là qui les amènera à quitter la scolarité obligatoire sans avoir véritablement maîtrisé ni les connaissances ni les compétences nécessaires à ce qu'ils puissent se réaliser et ensuite s'intégrer sur le marché du travail. C'est contre cette fléau-là, cette fatalité-là, qu'elle a pensé la réforme du collège. Alors on nous dit, en vous préoccupant des 15 à 20% d'élèves qui décrochent, vous risquez de faire baisser le niveau de tous les autres. C'est absolument faux. Et sur les langues vivantes, cela se démontre aisément, puisque grâce à la réforme du collège, ce sera langue vivante 2 pour tous les élèves, avec à 2 partir heures, de la avec 2 heures 5e. par semaine, ce qui n'est pas assez, disent les syndicats SNES qui est opposé à la discuter réforme. de tout, mais- Avec, oui, on peut discuter de Sauf tout, que mais alors y a- jusqu'où Non, alors, attendez, prenons l'allemand, exemple, cet on recrute exemple 2 fois plus de professeurs d'allemand aujourd'hui qu'on en recrutait sous le précédent Alors quinquennat. pourquoi Jean-Marc Ayrault, il s'inquiétait ? Mais il s'inquiète plus. Il a même fait une déclaration pour disant qu'il avait été rassuré par les propos de Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi est-ce qu'on en recrute 2 fois plus ? Parce qu'on a beaucoup plus d'heures d'allemand aujourd'hui à faire et qu'on en aura encore plus en lien avec le fait que la langue vivante 2 sera enseignée dès la 5e. Oui, D'un mot, on peut pas toujours se... Quand même. C'est vraiment... Les Français, on est champions du monde des constats les plus défaitistes sur notre école, et dès qu'on propose une voie pour justement s'extraire de ces lacunes du système éducatif, on est immédiatement critiqué. Mais alors sur les 2 heures par exemple, parce que par exemple sur un point critiqué, 2 heures d'allemand ou d'espagnol, enfin ou d'une deuxième langue dès la 5e, c'est pas assez. Alors il faut aller vers 3, là c'est une évolution qu'il faut faire. Bon, alors si c'est discuter de passer 2 heures à 3, mais c'est pas du tout c'est pas le même sujet. Parce qu'il paraît que ça ne sert à rien de faire 2 heures par exemple. Bon, c'est pas vrai que ça sert à rien, et il faut arrêter de dire que ça sert à rien. Ceux qui ont pensé cette réforme, c'est pas le cabinet de la ministre, toute seule dans son coin. Ça ne se passe jamais comme ça au ministère de l'Éducation nationale. On se fonde sur des consultations, sur des discussions, où on croise de l'expertise, des savoir-faire de terrain, l'expérience de nos enseignants sur le terrain, mais pas simplement, de toutes les équipes pédagogiques. Alors pourquoi tant de résistance, y compris dans les milieux enseignants ? Mais parce que, d'abord, faire bouger, ça rompt les habitudes existantes et ça provoque souvent de l'inquiétude. On sait ce qu'on a, on ne sait pas bien ce qu'on va avoir et on s'inquiète de ce qu'on va avoir. Mais je pense qu'à force d'explications, on ralliera aussi les sceptiques ou parmi les sceptiques. Mais pourquoi ? Parce que... C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'explication aujourd'hui ? Je pense qu'on peut la porter davantage, pas Najat Vallaud-Belkacem, mais le gouvernement peut porter davantage cette réforme. Moi, un des seuls reproches que je pourrais faire sur ce sujet, c'est que je trouve que cette réforme du collège mériterait d'être portée politiquement plus fortement par le Parti socialiste, par les partis de gauche, par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, la ministre est un peu seule, par son gouvernement, par les autres ministres. Mais je le dis d'autant plus, je vais vous le dire, c'est que quand moi j'étais ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et que Vincent Payon était ministre de l'Éducation nationale, je trouve a posteriori que finalement on ne portait pas assez collectivement ce qu'il y avait dans la loi de refondation de l'école de la République. Et l'ambition qui était portée par cette loi, son ambition numéro 1, je veux le redire, c'est l'école française est la plus inégalitaire de toute l'Europe. Nous sommes l'école qui trie le plus par l'échec. Et en conséquence de quoi, si nous voulons lutter contre cette réalité-là, il fallait mettre en place des réformes. La priorité au primaire, parce que ce sont sur les savoirs fondamentaux qu'un certain nombre d'élèves butent trop tôt et ne peuvent pas ensuite s'accomplir dans leur scolarité au collège. Mettre davantage d'enseignants là où il y en avait le plus besoin, les former. Et d'un mot, je veux dire, mais c'est incroyable que la droite, aujourd'hui, soit en pointe dans la lutte contre la réforme du collège. Ceux qui avaient supprimé
la formation des maîtres, ce qui fait que le seul métier qu'on n'apprenait plus, c'était celui d'apprendre, comme si on peut, devant une classe entre 25 et 30 enfants, arriver juste avec son Master 2 et être capable de transmettre. À l'évidence, non. Et vous le savez, vous comme moi, eux avaient supprimé la formation des enseignants, ils avaient supprimé 80 000 Oui, mais ça, postes. c'est la droite, ça. Non, mais attendez, ils sont en pointe aujourd'hui pour nous dire que la réforme du collège n'est pas bonne parce qu'elle supprimerait, je dis bien supprimerait, ce qui n'est pas le cas, le latin, oui. et qu'elle met en place l'allemand dès la 5e. Et avec certains enseignements, effectivement, qui deviendraient optionnels, Il y a quand même etc. un reproche aussi qui est fait par notamment la droite, mais pas seulement la droite. Ça concerne l'enseignement de l'histoire, notamment de l'histoire de France, avec des pans entiers de l'histoire qui sont passés sous silence ou qui sont un peu édulcorés. Notamment les lumières tout qui le deviennent Moyen-Âge, optionnelles. On va pas refaire toute la réforme. Enfin, il y a des points qui deviendront optionnels. Est-ce qu'on peut reconnaître une chose, un grand mensonge, par exemple? On nous a dit que allait devenir optionnel l'apprentissage des grands principes du christianisme, là où l'islam serait obligatoire. Non, mais après, attendez, moi, on l'a entendu, ça. Oui, on l'a entendu. Or, évidemment, tous ces esprits éclairés se sont contentés de regarder les programmes à partir de la 5e jusqu'à la 3e, ils n'ont pas regardé ce qui se passait avant, et ça a été l'enseignement du corrigé, christianisme et du judaïsme dès la 6e, la possibilité d'un enseignement optionnel sur l'Église et le Moyen-Âge, et dans la société du Moyen-Âge, effectivement, à la 5e, et l'islam à partir de la 5e. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on voit bien les procès qui sont faits aujourd'hui à la refonte des programmes tel que proposé par le Conseil supérieur des programmes, dont je rappelle que dans cette affaire, il propose que les enseignants sont maintenant consultés et qu'il reviendra à la ministre d'arbitrer. Moi, je l'invite à utiliser le pouvoir qui est le sien. Un conseil à la ministre. Non, mais si elle apprécie qu'à un moment, au regard de la consultation, il faut rééquilibrer les programmes parce que les enseignants, notamment les professeurs d'histoire, lui auront dit « Oui, nous pensons que sur tel ou tel aspect, avoir plus de temps, c'est bon, mais il faut quand même davantage, au regard de ce qu'on entend de nos élèves, valoriser par exemple les lumières. » Eh bien, elle en tiendra compte. Et parce que cette consultation occupe une place importante dans la décision et l'arbitrage qu'elle rendra à la fin. Elle doit tenir compte de cette consultation. Mais elle va tenir compte de cette consultation, sinon vous n'en faites pas, sauf ça vous fait perdre beaucoup de temps que d'organiser une consultation. Et si vous organisez une consultation des enseignants et que vous ne tenez absolument pas compte de ce qu'ils disent, d'abord comme ministre c'est un peu cavalier et je le déconseille, mais j'ai pas besoin de lui dire pour qu'elle sache parfaitement. Certains la conseillent à plus de dialogue. Julien Drey, encore lui. Donc effectivement, est-ce que là elle a assez dialogué? Est-ce qu'elle devrait dialoguer un peu plus, voire reculer? Vous avez dit il y a des points sur lesquels on peut évoluer. Vous parliez du nombre d'heures par exemple. On va pas faire l'émission sur Julien Drey, donc si j'ai bien compris, il soutient Jean-Paul Lucchon. Non. Et il est contre la réforme du collège. Non, il dit qu'il faut dialoguer. Il dit qu'il faut dialoguer. Et vous? Mais elle dialogue. Elle fait bien. Elle fait tout bien en fait. Mais c'est pas qu'elle fait. On fait jamais tout bien. Et il y a forcément des moments où on est moins bon que d'autres. Mais globalement, elle s'inscrit dans une volonté de rendre l'école moins inégalitaire. Et que l'on m'entende bien, moins inégalitaire, ça ne veut pas faire baisser le niveau. Est-ce qu'on peut se dire que c'est quand même aujourd'hui inacceptable que dans l'école de la République, on dirige une partie de nos élèves vers l'enseignement professionnel, quelque part pour s'en débarrasser, et qu'eux le savent bien, parce que ce n'est pas leur choix que d'aller dans l'enseignement professionnel, et qu'ils se retrouvent dans des filières qui ne correspondent absolument pas. Je ne sais pas si c'est cette réforme qui va changer les choses. Mais je vous dis ce qui se passera après, c'est aussi la réforme de l'orientation. Ce qui se passera après, c'est l'évaluation de la réforme du lycée. Bref, on a commencé par le primaire, on est au collège, on poursuivra ça ensuite par l'enseignement professionnel et par le lycée. Il y a là une grande cohérence. Moi, je vous invite à ne plus vous satisfaire, vous, peut-être comme parents d'élèves, mais même comme citoyens, que vous ayez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans toutes les écoles de la République, qu'on se paye de grands discours sur la République et qu'à la fin, nous soyons l'école la plus inégalitaire d'Europe. Sur les contestations et le SNES, vous disiez donc il y a peut-être des points sur lesquels il faut évoluer. Il y aura une mobilisation le 19 mai, qu'il faudra tenir compte de cette mobilisation. Il faut toujours tenir compte de tous les mouvements de mobilisation, du résultat de la concertation, de la mobilisation des enseignants. Mais quitte à revenir sur la réforme, si la mobilisation est extrêmement forte. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur la réforme. S'il faut l'améliorer, il y a toujours des marges pour améliorer la réforme, mais il ne faut pas revenir sur une réforme qui est bonne pour l'éducation nationale. Quelle marge ? Je vous l'ai dit, sur les programmes, elle pourra discuter parce qu'elle a la capacité à arbitrer, mais je ne crois pas qu'il faille en remettre en cause les principes. En tout cas, vous réfutez totalement le procès en dogmatisme qui est fait à Najat Vallaud-Belkacem. Je pense que le dogmatisme, c'est celui qui maintient un élitisme républicain dans l'école depuis maintenant des décennies au détriment du plus grand nombre.
Voilà. On ne peut pas faire l'école juste en fonction de ce que quelques normaliens, tout aussi respectables soient-ils, pensent de ce qui est bon pour l'école de la République. C'est-à-dire que ce sont les enfants aujourd'hui qui sont le produit de l'élite républicaine, qui écrivent les programmes, qui décident de ce qui est bon pour l'école. Pardon, ça ne peut plus être comme ça. Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait 150 000 décrocheurs chaque année dans l'école de la République. Ça, c'est pas possible. Et qu'on me dise que les brillants esprits qui se penchent au chevet de l'école de la République et qui ont été, eux, ont profité du système éducatif français... Vous utilisez le mot République encore plus que Nicolas Sarkozy. Oui, mais peut-être que moi, ce qui est pourtant, non, maintenant, il y a un nouveau parti qui va s'appeler les Républicains. Oui, mais alors là, on fait quand même, on saute. Bah oui, mais moi, je vous parle de la République parce que j'y suis attaché profondément. Pour moi, c'est pas le logo d'un parti, la République. Voilà. Christophe Joly. Vous soutenez beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce qu'il y a d'autres ministres dont vous saluez l'action, dont vous pourriez... qui trouvent grâce à vos yeux? Mais beaucoup. Mais lesquels, par exemple? Christiane Taubira, le travail de Myriam El Khomri en matière de politique de la ville me va très bien. J'ai soutenu la loi santé, même si je pense qu'elle a des imperfections aussi de Marisol Touraine. Je me suis engagé auprès de ses ministres. Je vais vous dire, je vais prendre un exemple pour l'avenir. J'ai engagé un dialogue avec le ministre du Travail, j'espère qu'il aboutira, sur la reconnaissance du burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est une des nouvelles maladies professionnelles qui est née du changement de l'organisation du travail en France. Pourquoi? Parce que nos entreprises se sont adaptées à la concurrence mondiale. Elles ont de nouvelles formes de management et elles ont organisé le travail différemment. Et puis parce qu'on est de plus en plus connecté, le fait est qu'aujourd'hui, même quand on quitte son lieu de travail, on est sollicité par mail, on est sollicité en permanence au-delà même des horaires de travail. Il en est né quoi? Le fait qu'aujourd'hui, 3,2 millions de Français sont exposés à une menace sérieuse d'épuisement professionnel. Le burn-out. Ça, c'est quelque chose dont il doit... Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Si ça l'était, oui, pour l'instant, c'est pas une maladie. La prise en charge de ces maladies serait financée à 97% par les cotisations patronales. Ça va coûter cher, ça, non? Pas plus cher que ça nous coûte par l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est vous qui payez. Les assurés, nous souhaitons que ce soit les entreprises. Pourquoi? Parce que si les entreprises, comme pour les accidents du travail, sont amenées à payer la prise en charge des salariés fatigués ou épuisés à cause de leur travail, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, elles chercheront à prévenir ces organisations du travail qui épuisent leurs salariés plutôt qu'à payer cher pour qu'ils guérissent de cela. C'est aussi simple que ça. C'est une logique de prévention. De ce sujet? Parce qu'on ne peut pas demander aux entreprises de s'adapter à une compétition mondiale, ce qu'elles font, et ne pas adapter les protections des salariés. Quand à cause de cette adaptation à la compétition mondiale apparaissent de nouvelles pathologies, de nouvelles maladies professionnelles, il me semble que le rôle de la gauche est aussi d'adapter le bouclier qui protège les salariés. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas de ceux seulement qui disent qu'il faut s'adapter aux marchés mondiaux et être plus compétitif, innovant. Je dis aussi qu'il faut permettre aux salariés de pouvoir être protégés de ces maladies professionnelles quand elles apparaissent en lien avec ces nouvelles organisations du travail. C'est aussi simple que ça. C'est un dialogue que j'ai avec le ministre du Travail. Je souhaite qu'il se poursuive. Mais voilà, il y a plein de... Forcément, moi, je soutiens le gouvernement. Les réserves que j'ai, tout le monde les connaît, elles portent sur la politique économique et un certain nombre de conséquences sociales de cette politique économique du gouvernement, mais ça n'enlève rien au soutien qui est le mien à l'immense majorité des ministres. Pour revenir à l'éducation, François Hollande a annoncé un plan d'1 milliard d'euros sur 3 ans pour le numérique à l'école. Vous parliez de connexion tout à l'heure. C'est une bonne chose pour vous? Oui, j'avais beaucoup travaillé pendant les 5 mois où j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Le but, c'est quoi? C'est qu'on équipe, mais pas seulement qu'on équipe, qui est la ressource pédagogique. Ça laisse de mauvais souvenirs, le numérique à l'école? Non? Oui, mais ça laisse de mauvais souvenirs quand ça a été mal fait. C'est-à-dire qu'il faut 3 choses. Il faut avoir un équipement, que cet équipement vous amène à utiliser autre chose que des PDF et des vidéos, pour faire vite, qu'il y ait donc des ressources numériques interactives, et qu'il y ait des enseignants formés à l'exploitation et à l'utilisation de ces ressources numériques éducatives. C'est ce que vise ce plan sur le numérique éducatif, qui me soit permis de dire que partout où on a observé les expérimentations, cela permet à des élèves qui sont des élèves parfois... les plus timides, qui étaient les plus passifs, de se révéler par l'utilisation de ces ressources numériques éducatives. Ça permet à des enfants en situation de handicap atteints de 10
de pouvoir suivre au même rythme que leurs petits camarades la même leçon, c'est vraiment un véritable progrès et qui tend à justement permettre la réalisation de tous les enfants et pas simplement de ceux qui étaient les mieux préparés. Donc un satisfecit pour François Hollande et le gouvernement. Oui, absolument. Oui. Frédéric Delpech. Alors, vous disiez il y a un instant que vous étiez plutôt en désaccord sur la ligne politique plus que sur les personnalités. Enfin, sur les lignes économiques. Alors, tout de même, tout à l'heure, vous avez parlé d'abord de dérèglement. Et puis, je voulais vous interroger, alors avant qu'on passe à François Hollande sur son bilan, sur les pratiques. Parce que, par exemple, on a vu la semaine dernière la nomination d'un conseiller de Matignon, Christian Gravel, préfet hors cadre. C'est pas la première fois, ça fait déjà la troisième nomination de préfet hors cadre. Est-ce que finalement, dans les pratiques, François Hollande ne fait pas exactement la même chose que Nicolas Sarkozy? C'est une plaisanterie. Thomas Thévenoud n'est plus ministre, pourquoi? Parce qu'il a fait l'objet d'une enquête qui n'existait jamais auparavant quand on entrait au gouvernement. Non. Sur les nominations, attendez, parce il a fait l'objet d'une enquête. Une enquête qui... Non mais oui, mais attendez. Si on doit bien quelque chose à François Hollande que tout le monde devrait reconnaître, c'est qu'il y a aujourd'hui la transparence sur le patrimoine des élus, sur leurs revenus, qui les amène parfois à devoir en rendre compte devant la justice, et souvent, maintenant, désormais, à devoir en rendre compte devant leurs électeurs. Ça, c'est un progrès considérable. Bon, en tout cas, qui fait... sur les pratiques de nomination. C'est quand même... Alors, le progrès, maintenant, question de Frédéric Delpech. Je veux dire sur ce point. Après, il y a... moi, je connais bien Christian Gravel, qui est... un professionnel remarquable. Au-delà de la personnalité des années, c'est quand même des pratiques qu'on voit de gouvernement en gouvernement. Elles ne sont pas nombreuses, là. Elles ne suscitent pas aujourd'hui des mois dans le corps préfectoral, à ma connaissance. Pourquoi? Parce que c'est avec parcimonie que cette capacité qui est celle du Premier ministre de nommer un certain nombre de préfets hors cadre avec l'accord du Président de la République se fait. Et donc, comme elle a été faite avec parcimonie, je pense que... Rien à redire. Mais non, mais que fondamentalement, j'ai pas l'impression que ça suscite... beaucoup de critiques que l'on cherche aussi à renouveler le corps préfectoral. Entendu, François Hollande, moi président, je ne ferai plus ceci, moi président, je changerai tout, etc. Il a changé beaucoup de choses en termes de pratique. Reconnaissez-lui cela. Si je veux dire, vous avez le droit d'être en désaccord avec lui sur beaucoup de choses, mais reconnaissez-lui d'avoir rendu la vie politique beaucoup plus transparente. Et vous allez sur Internet, vous savez exactement ce que j'ai sur mes comptes en banque à la date où j'ai fait ma déclaration. Voilà. On ira consulter votre compte en banque. Ma voiture, combien elle vaut. Non, mais oui, mais avant, on savait pas. On a commencé à parler de François Hollande, on va continuer parce que voilà, l'heure tourne. François Hollande, à propos de qui vous avez fait il y a quelques semaines une déclaration choc en estimant que dans l'état actuel de désespérance des électeurs socialistes, il ne serait pas au second tour. Mais alors, quelles conséquences vous en tirez, justement, de ce constat que vous avez fait? J'ai fait une déclaration choc. Il est dans tous les sondages. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, il ne le serait pas. Au second tour, oui, mais alors quelles conséquences on en tire? Quelles conséquences? Elles sont simples. C'est celles que nous proposons autour de Christian Paul à l'intérieur du Parti socialiste. Que dans les 2 ans qui viennent, nous ayons le souci de laisser à ce quinquennat une empreinte sociale. C'est-à-dire que nous nous tournions vers celles et ceux qui nous ont élus, dont la vie aujourd'hui les amène à compter leur argent tous les mois, et qui n'ont pas forcément le sentiment que leur vie s'est améliorée, parfois même elle s'est dégradée, depuis que nous sommes aux responsabilités, et attendaient, eux, le contraire de nous. Donc, ce que nous demandons, et de manière très concrète et praticable, sans tout remettre en cause, sans pour autant dire faisons table rase de ce qui s'est fait pendant les 3 premières années, mais au contraire, à budget constant, en tenant compte de ce que sont les contraintes qui pèsent sur la France, nous proposons un agenda de réformes économiques et sociales. Quelle serait la plus emblématique? Parce que 2 ans, c'est court. Par exemple, le fait qu'on s'était engagé, par exemple, avec le président de la République, pendant la campagne présidentielle, à fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG pour en faire un grand impôt progressif. Honnêtement, dans 2 ans, ce ne sera pas possible. Nous proposons de rendre la CSG progressive de façon à ce qu'elle pèse moins sur les petits retraités, sur les petits revenus, et qu'elle pèse plus sur ceux qui peuvent le plus. Voilà, la réforme fiscale qui était attendue par les Français, c'était pas une réforme qui augmentait les impôts pour tout le monde, qui augmentait la TVA, et finalement donnait le sentiment que sur tous les autres prélèvements, on vous demandait plus, notamment pour ceux qui ne peuvent pas beaucoup. C'était une réforme qui permettait à ce que l'impôt soit véritablement progressif, que celui qui peut le plus donne le plus et que celui qui peut le moins donne le moins, et qu'il y ait moins de fiscalité indirecte, c'est-à-dire de TVA, qui est l'impôt qui pèse, alors là, le plus lourd sur les ménages les plus pauvres. Voilà des engagements que nous avions pris. Comme ça n'est pas possible de le faire dans le délai de 2 ans, nous proposons par exemple
de rendre, pour commencer, la CSG progressive. Quand j'ai parlé de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, 3,2 millions de salariés potentiellement concernés. Et dans votre entourage, ne me dites pas que vous n'en avez pas entendu parler. Voilà des marqueurs qui peuvent être de nature à inverser la tendance. Non, mais à recolorer le quinquennat de François Hollande, de façon à ce que c'est la proximité du 10 mai qui me... d'accord, de façon à ce que les Français aient le sentiment qu'il a laissé une empreinte sociale. Et alors, dans la motion que vous avez signée, il y a aussi l'organisation de la primaire, parce que ça peut être la deuxième... Oui, mais ça, vous reconnaîtrez que c'est un sujet important, mais c'est moins important pour les Français, la primaire. Oui, la première conséquence, c'est la coloration sociale, on l'a bien entendu, vous avez expliqué. Est-ce que la primaire, c'est moins important, mais c'est quelque chose, parce que ça paraît quand même important pour la motion que vous avez signée, vous soutenez le principe de cette primaire quand même. Puisque j'ai signé le texte, comme tous les ministres qui ont signé un autre texte, j'imagine qu'ils soutiennent absolument tout ce qui est écrit dans le texte qu'ils ont signé. Par exemple, la fin de l'extension du travail le dimanche, qui va être une curiosité quand même, ça là. Non mais permettez-moi de le dire d'un mot. Dans le texte signé par Manuel Valls et les 32 ministres, il y a le refus de toute nouvelle extension du travail le dimanche. Nous sommes en ce moment au Sénat où nous discutons de la loi Macron qui étend le travail le dimanche. Parce que moi je dis simplement, c'est que ça c'est la plus vieille chose que savent faire les socialistes. Écrire un texte et pour avoir le pouvoir dans le Parti socialiste et faire autre chose quand on gouverne. Ça, c'est pas la marque, à mon avis, la plus emblématique de la rénovation de la vie politique française. Mais je reviens à la question que vous me posiez. Nous disons en 2016 ce qu'a dit Christian Paul. Nous regarderons dans quelle situation nous serons. Et c'est en 2016 que se posera ou pas la question de l'organisation des primaires. Mais ce que nous disons, c'est qu'il serait dangereux qu'en 2015, on renonce à un principe qui a fonctionné au point qu'aujourd'hui la droite cherche à nous copier, celui d'organisation de primaires démocratiques. Pourtant, tous les ministres, Jean-Marie Le Guen encore hier, disent dès aujourd'hui, François Hollande sera candidat à sa succession et puis fermer le banc, c'est réglé. Il a des informations que les Français n'ont pas. Mais pour vous, est-ce que François Hollande sera candidat à sa réélection ? Je n'en sais rien. Écoutez, je n'en sais rien. Il a dit que ce serait en fonction des résultats économiques et notamment de la baisse du chômage. Qui n'est pas là pour l'instant, qui n'est pas là. Moi, je souhaite qu'elle intervienne rapidement. Mais dans quel contexte il peut l'être ou pas ? Quelles sont les conditions ? Si elle intervient, si la baisse du chômage intervient là, dans quelques mois, elle donnera raison à qui ? À Arnaud Montebourg et moi. Pourquoi ? Parce que si elle baisse du chômage, ce sera lié à quoi ? Au fait que votre facture d'électricité ou d'essence, et la même pour les entreprises, a baissé. Et qu'elle a redonné de la capacité à investir aux entreprises et du pouvoir d'achat aux ménages. Qu'est-ce que nous demandions avec Arnaud Montebourg ? Qu'à côté des aides aux entreprises, il y ait un choc de pouvoir d'achat. Parce que nous disions, il n'y aura pas de retour à la croissance, donc pas de baisse du chômage, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Eh bien, ces facteurs extérieurs à la France, que sont la politique monétaire européenne, la baisse du pétrole et l'euro moins cher, amènent à ce qu'on ait plus de pouvoir d'achat en France, qu'on consomme plus, et donc qu'on fasse reculer le chômage. Eh bien, moi, la seule chose que je dis, c'est que réjouissons-nous de cette baisse du chômage, mais tirons-en toutes les leçons sur le plan économique, et peut-être regardons avec un peu moins de sévérité les propositions que nous faisions avec Arnaud Montebourg, qui consistaient à soutenir le pouvoir d'achat des Français. D'accord. Je vais prendre un exemple. Exemple. Moi, quand j'ai fait la campagne départementale, qu'est-ce qu'on me disait ? Les retraités en porte-à-porte. Quand vous avez une dame qui vous montre, voilà, j'avais 900 € de pension, j'en ai plus que 850 parce qu'à cause du nouveau mode de calcul de la CSG, vous, la gauche, vous m'avez pris 50 € par mois. Vous croyez qu'elle en faisait quoi de ces 50 € de l'épargne ? Non, elle le consommait. D'accord. Non, mais ce que je veux simplement dire que c'était injuste socialement et en plus inefficace économiquement. Pourtant, c'est François Hollande qui va porter tout ça en 2017. Il reste 2 ans pour corriger le tir là où il peut l'être. Christophe Joly. Une réaction rapide à un sondage récent réalisé pour le Figaro, selon lequel Manuel Valls fera un meilleur candidat pour la gauche que François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez comme réaction ? J'en sais rien, votre sentiment. Vous pensez que c'est plutôt... ça vous surprend, ça ne vous surprend pas ? C'est pas forcément, les Français ne sont pas forcément en phase avec ce que vous décrivez ? Oui, mais je pense que dès lors que ceux qui occupent les principaux postes de gouvernement, et que même à la tête du Parti socialiste, parfois on donne le sentiment de ne pas défendre nos valeurs.
ou en tout cas de refuser le combat, de s'esquiver, de laisser passer l'orage, parfois même d'emprunter aux axiomes de l'adversaire. Quand on justifie nos politiques, le dernier exemple c'est de se réjouir du courage réformiste de Cameron. Comment voulez-vous que les Français se reconnaissent dans des valeurs et des principes quand ceux qui sont censés les défendre dans l'espace public ne le font pas? Et culturellement, nous sommes en train de perdre un certain nombre de batailles. Et ce qui m'amène à résumer ce qu'est l'enjeu du Congrès du Parti socialiste. Face à une situation comme celle-là, il y a ceux qui pensent, puisque l'électorat français s'est droitisé, il faut que le PS se droitise. Et déplace son centre de gravité. Et puis il y a ceux qui disent, comme moi, que si l'électorat français s'est droitisé, c'est parce que nous n'avons pas assez assumé, dans le débat public, à travers des solutions concrètes, des solutions de gauche, des valeurs de gauche, qui nous auraient permis d'être un peu plus fringants aujourd'hui que nous le sommes réellement. Visiblement, les Français ne suivent pas tout à fait cette... pour la raison que je viens d'évoquer, voilà. Mais oui, mais ils n'adhèrent pas parce que honnêtement, ces valeurs-là sont assez peu défendues dans l'espace public. Sachant que Manuel Valls est socialiste également. Mais il est socialiste, mais j'observe que c'est quand même pas moi qui ai dit, mais lui, que finalement le mot socialiste, on pouvait s'en passer, que ceux qui sont revendiqués étaient passéistes, et tout ça. Il est moins socialiste que François Hollande, finalement. Mais un peu moins. Non, mais l'exécutif est aujourd'hui associé dans une politique dont ils sont co-responsables, le président de la République et le Premier ministre, et qu'ils assumeront ensemble devant les Français si les choses devaient se passer ainsi. Alors, il nous reste 6 minutes d'émission. Benoît Hamon, invité du rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI. On termine avec les questions des radios. La première vous est posée par Paul Satis de Lyon Première. Alors ici, à Lyon, on a Gérard Collomb qui ne cesse de prôner, notamment au sein du Parti socialiste, ce qu'il appelle le modèle lyonnais, un modèle qui serait très tourné vers le patronat et l'entreprise. Est-ce que, monsieur Hamon, vous vous sentez dans le même Parti socialiste que Gérard Collomb ou, par exemple, Emmanuel Macron ? On est dans le même parti politique, on ne défend pas les mêmes orientations. Et je n'ai pas la même analyse qu'Emmanuel Macron et Gérard Collomb sur ce qu'il serait nécessaire aujourd'hui de faire pour répondre à la fois aux difficultés de la France et ensuite aux difficultés des Français. Donc voilà, mais ce débat il est vieux comme le Parti socialiste. Cela étant dit, je trouve qu'il faut faire attention à une chose. Ce que je regrette, c'est que Gérard Collomb n'ait pas souhaité, comme ceux qui pensent comme lui, au Parti socialiste, défendre un texte qui représente ses idées, qu'il ait signé un texte dont qui ne défend pas ses idées, celui où il y a tous les membres du gouvernement. Et moi, je regrette que ces personnalistes-là, comme ces ministres, défendent des choses différentes. Mais Martine Aubry aussi a signé publiquement. Et dans les médias, une chose, et une autre dans les textes du Parti socialiste. Bon, c'est ainsi, mais voilà. Oui, Martine Aubry a signé le même texte que Gérard Collomb. Pense-t-il la même chose sur le travail le dimanche? Non, radicalement le contraire. Allez vous retrouver là-dedans. Si nous, socialistes, on s'y retrouve pas, demandez pas aux Français de s'y retrouver. Hein. Elle fera combien votre motion d'ailleurs, selon vous? Je sais pas, on verra. Mais elle fera, je pense, un très bon score. Très bon, c'est combien? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la majorité sortante peut ne pas être majoritaire. Ah oui, d'accord. Alors, deuxième question posée par Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Benoît Hamon, bonjour. La question des statistiques ethniques a ressurgi avec ce qu'on appelle depuis quelques jours l'affaire Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a publiquement déclaré que sa mairie relevait le nombre d'enfants musulmans dans les écoles. Alors vous-même, vous avez à plusieurs reprises souligné la nécessité de mener une grande enquête déclarative sur la discrimination afin de mettre en place des politiques efficaces dans les territoires discriminés. Est-ce que vous pensez qu'on peut efficacement le faire sans recourir aux statistiques ethniques ? Écoutez, on le fait, on manque peut-être d'un certain nombre d'instruments, en tout cas c'est ce que les universitaires nous disent, il manque peut-être d'un certain nombre d'instruments, et moi si je faisais référence à ces enquêtes déclaratives, c'est à des fins évidemment de recherche et de travaux pour nous permettre d'éclairer aujourd'hui la situation de la France, la demande, les représentations politiques d'un certain nombre de populations. Au-delà de ça, on voit bien de quelle manière, en tout cas l'extrême droite ou une partie de la droite veut utiliser ces statistiques, ficher des gamins dans des écoles en fonction de leur patronyme. On est là dans ce qu'il y a de plus scandaleux, alors, totalement anti-républicain, et qui vise aujourd'hui à construire une forme d'apartheid scolaire. Et M. Ménard est coutumier du fait, mais on voit là le vrai Front National. On nous avait expliqué que Marine Le Pen, c'est très, très différent de Jean-Marie Le Pen. Eh ben, vous voyez ce qui se passe avec Robert Ménard, la nouvelle génération du Front National. Ce qu'elle propose, c'est l'apartheid scolaire. On continue avec la question de Radio Orient posée par Loïc Barrère.
Benoît Hamon, bonjour. Au début de l'année, le Premier ministre a dénoncé l'apartheid dont sont victimes les habitants des quartiers populaires. Est-ce que vous considérez qu'en 2 ans, François Hollande peut encore agir sur ce sentiment de ségrégation? Quelles sont, selon vous, les mesures les plus urgentes pour les quartiers populaires? Écoutez, il y a tellement de travail à faire. C'est là où il faut prendre garde à ce que le discours sur la République ne soit pas vécu par nos compatriotes comme une imposture. Parce que certains le vivent comme cela. Savez-vous que dans ma commune, à raison du changement de majorité dans mon agglomération, nos équipements culturels voient baisser leurs subventions de 33%. Que nos associations se voient annoncer la suppression de leurs crédits d'ici 2017 par des agglomérations de droite, mais qui tirent argument du fait que l'État a baissé leur financement. Qu'à côté, l'État lui aussi intervient moins et moins efficacement en direction des acteurs culturels ou des acteurs associatifs. Eh bien, moi je pense que dans ce domaine-là, l'urgence dans les 2 ans, elle doit être de moins jouer sur les symboles et de beaucoup plus travailler la réalité des inégalités dans les quartiers, parce que sinon, je le redis, il y aura eu un très beau discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale après les attentats. Il y aura eu des prises de parole et des symboles très forts. Mais les symboles sans les actes derrière vont créer ou vont même alourdir le ressentiment qui existe. C'est Gambetta qui disait que la vraie démocratie, ce n'est pas celle qui reconnaît des égaux, mais celle qui fabrique, qui fait des égaux. Est-ce que l'on fait des égaux quand on baisse, au niveau de l'État comme au niveau des collectivités, les moyens qui vont au secteur associatif ou aux équipements culturels pour créer du vivre ensemble et faire en sorte qu'on puisse se réaliser aussi par l'accès à la culture ou l'accès à des activités de loisirs ou associatives. Voilà aussi des sujets sur lesquels on attend. Et alors on va me dire c'est pas qu'une affaire de sous. Non, c'est pas qu'une affaire de sous. Mais sans les sous, on pourra rien faire non plus. Et c'est pour ça que je dis cela. Il y a aujourd'hui des électeurs qui contestent la République parce qu'ils ont le sentiment qu'en fait, de République, pour ce qui les concerne, il n'y en a pas. Eh bien, moi je pense que ce ne sont pas des rappels à l'ordre, un discours un peu moralisateur qui suffira à remettre tout le monde finalement dans une forme à l'intérieur d'une communauté de destin doit être celle de la nation française. Et moi, en tout cas, je suis attaché aux faits et en ce moment, il y a besoin vraiment de faire des efforts pour faire vivre la République. Il nous reste moins d'1 minute et une question alors qu'on a déjà largement, sur un thème qu'on a déjà largement évoqué, une réponse très courte. Paul Maurer de Radio Dreckland, ça revient sur la question de la réforme du collège. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Une question sur la réforme du collège dont on parle beaucoup actuellement. Des parlementaires viennent d'adresser une lettre ouverte au président de la République pour lui demander de renoncer à cette loi. En Alsace, un mouvement de contestation d'une quinzaine de parlementaires s'est également constitué pour protester cette fois contre la fin programmée des classes bilingues. Dans le contexte actuel d'ouverture mondiale, il dénonce un coup de canif dans l'apprentissage des langues, notamment de l'allemand. Alors quel est votre point de vue sur ce point, sur cette question, en tant qu'ancien locataire de la rue de Grenelle ? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, non mais la réalité aujourd'hui, c'est que les options ou ces classes-là, elles n'étaient pas réservées, mais elles sont occupées par qui? Par ceux dont les familles possèdent les codes de la réussite scolaire. Il y a beaucoup de classes bilingues en ZEP, on vous dira. Je sais qu'il y en a, mais j'en connais. Mais que la réalité aujourd'hui, pour l'essentiel... Oui, mais c'est très bien que les gens qui sont dans les classes bilingues se souviennent qu'il y en a aussi en ZEP. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que on ne s'en préoccupe pas juste au moment où on veut sauver sa classe bilingue pour son gamin à soi, dans son territoire protégé, lui, parce que ces familles-là ont tous les codes de la réussite scolaire, mais qu'on se préoccupe véritablement de la lutte contre les inégalités dans l'école tout le temps. Donc moi, que certains se rappellent l'existence de zones d'éducation prioritaire aujourd'hui parce qu'on veut lutter contre les inégalités partout, qu'on met la langue vivante 2 dès la 5e, mais qu'on supprime ou qu'on va supprimer quelques classes bilingues, voilà, je trouve que c'est un peu fort de café. Un mot ? À vous écouter, ici et ailleurs, on se pose la question de savoir ce qu'il reste du jeune militant rocardien que vous étiez. En 10 secondes. Ouais, en 10 secondes, mais Rocard, c'était la gauche, hein. À l'époque où les clubs, les forums auxquels vous participiez étaient présidés par Manuel Valls. Oui, mais moi je me souviens qu'on était... C'est lui qui a changé peut-être pas lui, ni moi d'ailleurs. Mais à l'époque, Michel Rocard avait une capacité très grande à rassembler et se situait au cœur de la gauche. À savoir si Manuel Valls est toujours au cœur de la gauche ou pas, on en discutera plus tard. Donc vous êtes toujours rocardien.
tout cas, je suis fidèle aux enseignements de la deuxième gauche. Voilà. Bon, Benoît Hamon, merci Michel Rocard, d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI.